suite et fin de la visite d'État du président du Faso en Chine. Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré ce matin le maire de Shanghai, la capitale économique chinoise, où le chef de l'État a accordé de nombreuses audiences, notamment à des chefs d'entreprise. Vous entendrez son sentiment au terme de sa visite d'État dans ce journal. On prend les mêmes et puis on recommence. Des organisations de la société civile qui multiplient les associations en changeant les dénominations. Cette fois-ci, c'est une unité d'action de la société civile qui a été créée. Elle s'appelle l'UNAS. Et puis, le barrage de Samandeni a déversé. Il a atteint ses objectifs plus tôt que prévu. Le fleuve du Moun, son déversoir, devient donc capital pour les activités agro-silvopastorales de la région. Le constat tout à l'heure avec Arsène Kanditambi. Voilà pour le sommaire, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Comme annoncé en titre, direction la Chine, où le président du Faso a poursuivi et terminé sa visite d'État entamée en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Le chef de l'État s'est rendu hier à Shanghai, la capitale économique chinoise. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec le maire de Shanghai ce matin. Il a aussi accordé des audiences, notamment au groupe Orient International, un groupe qui compte implanter une usine de textile au Burkina Faso dans les mois et les années à venir. Voilà. Le chef de l'État s'est donc envolé depuis 23h heure de Chine pour Ouagadougou. Mais avant, il a accordé une interview bilan à la presse burkinabé qui l'a accompagné. C'est un président du Faso plutôt satisfait à tout point de vue de sa visite d'État que je vous propose d'écouter à présent. Dans ce cadre-là, vous avez tous entendu la déclaration importante qui a été faite par le président Xi Jinping, qui consiste à dire que sera consacré sur les 3 années à venir 60 milliards de dollars pour soutenir l'Afrique dans plusieurs domaines. Là également, les domaines, c'est des domaines véritablement de développement. Vous avez les domaines qui concernent l'agriculture, la production agricole, le renforcement du potentiel de l'Afrique, la nécessité que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Et je crois que ça, c'est un domaine qui a été important sur lequel il a insisté. Il a insisté également sur tout ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique. C'est un point également qui est important. On ne peut pas continuer simplement à être des réserves de matières premières sans de transformation qui permettent d'ajouter de la valeur ajoutée à nos produits et qui permettent également de créer de l'emploi pour les jeunes. Troisièmement, il a parlé également de la nécessité qu'au plan de la culture, il y ait un plus grand brassage de culture entre l'Afrique et la Chine. Et vous savez qu'un des projets et l'initiative phare qui a été développée par la Chine, c'est l'initiative de la ceinture et de la route. Comme je l'ai toujours dit, c'est une mondialisation sans frontières qui veut qu'on puisse travailler à faire en sorte que le commerce mondial international puisse se développer entre l'Afrique et la Chine à travers l'interconnexion, soit de la route, soit des ports, soit du chemin de fer et également de l'interconnexion sur la question du numérique. Donc c'est un grand projet sur lequel, entre l'Union africaine et la Chine, on va essayer de faire en sorte que, je dirais, le programme de l'Union africaine puisse être pris en compte dans le cadre donc, de cette initiative de la ceinture et de la route. Enfin, les questions sécuritaires n'ont pas été non plus en reste. Il s'est agi également, comme nous l'avons rappelé, nous ne pouvons pas développer l'économie tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la sécurité. Et donc, de ce point de vue, l'apport de la Chine, aussi bien individuellement en ce qui concerne nos pays ou en ce qui concerne le G5 Sahel, est attendu pour permettre effectivement que nous puissions lutter avec une certaine efficacité contre les forces obscurantistes qui chaque jour font de nombreux morts dans nos différents pays. Retour à Ouagadougou où, vous le savez, l'actualité est dominée par l'arrestation de Safiatou Lopez. Une arrestation qui a provoqué l'indignation dans le milieu des organisations de la société civile, dont elle est une figure très connue. Plusieurs ESC, comme on les appelle sur nos tropiques,
ont encore dénoncé sa détention. C'était ce matin à l'occasion d'une conférence de presse où elles ont annoncé une énième création d'association. Il s'agit de l'unité d'action de la société civile, l'UNAS. Roméo Koïta pour le compte rendu. Sur ce présidium, des acteurs de la société civile, tous leaders de structures associatives. Mais ils décident d'unir leurs forces pour donner plus de dynamisme à leur lutte sur les questions d'intérêt national. C'est dans ce cadre que naît l'UNAS, l'unité d'action de la société civile présentée à la presse ce 5 septembre. La nécessité de se mettre ensemble, elle ne procède pas forcément de ce que vous appelez échec, mais elle procède d'une nécessité de porter à un autre niveau l'action. Il y a des actions qui peuvent être portées par un individu, il y a des actions qui peuvent être portées par un groupe d'individus, et des actions doivent être portées par une structure qui a une forme légale, une association, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on sait très bien qu'en mettant ensemble les efforts, en mettant ensemble les ressources, on multiplie ou on démultiplie, c'est selon ce que vous voulez, les forces et l'impact que nous pouvons faire sur les sujets que nous adressons. À ce jour, la nouvelle association regroupe une 50aine d'organisations de la société civile. Selon les responsables, les portes sont toujours ouvertes, mais précise-t-il, il ne s'agit pas de fusionner les différentes associations adhérentes en une seule entité. En ce qui concerne sa mission, l'UNAS donne déjà le ton à travers deux motions. L'une pour s'insurger contre les attaques récurrentes visant les forces de défense et de sécurité dans la partie est du pays. L'autre pour dénoncer l'arrestation qu'elle juge abusive et arbitraire de Safiatou Lopez. Siaka Koulibaly, membre de l'UNAS et par ailleurs président du collectif Safiatou Lopez, prévoit des actions dans les prochains jours. Des organisations de la société civile, on passe aux organisations non gouvernementales œuvrant au Burkina Faso. Deux d'entre elles ont décidé de fédérer leurs énergies pour plus d'efficacité dans leurs actions. Plan International Burkina et Born Fonden ont fusionné depuis début juillet pour donner une seule structure, Plan International Burkina. Pour permettre aux deux équipes de réussir cette mutation, la Direction Générale Afrique de l'Ouest et du Centre et les collaborateurs danois de cette ONG sont à Ouagadougou pour un atelier d'une semaine. Céline Tiemtoré, Madina Sinou. C'est un rêve longtemps nourri qui se réalise. Un rêve d'intégration. Plan International Burkina et Born Fonden ensemble pour plus d'efficacité dans l'action. À Ouagadougou, le directeur régional du Plan International Afrique de l'Ouest et du Centre est venu célébrer ce mariage qui donne une seule entité désormais, Plan International. Nous avons commencé un processus entre Plan International et Born Fonden pour que les deux organisations puissent se mettre ensemble pour faire plus au profit des populations que nous servons. Et depuis le 2 juillet dernier, cette ambition est devenue une réalité. C'est-à-dire que nous avons transféré les programmes et les opérations de Born Fonden à l'intérieur des programmes et opérations de Plan International dans les 4 pays que sont le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Mali. En fait, à cette étape-là, c'était un processus légal, c'était un processus de transfert. Mais depuis 2 mois, nous sommes en train de vivre la réalité de l'intégration, c'est-à-dire le vivre ensemble entre les équipes pour que nous puissions non seulement définir notre ambition, notre rôle et notre valeur ajoutée dans les 4 pays, mais que nous puissions définir aussi la façon dont nous allons nous organiser pour délivrer cette ambition. La rencontre de Ouagadougou se veut une occasion de partage et de bonnes pratiques. Les équipes d'Afrique et du Danemark sont là pour envisager le futur de l'ONG Plan International. Nous sommes maintenant dans une dynamique de mettre ensemble un certain nombre de choses et faire en sorte que nous puissions traduire dans la réalité et en matière d'impact et de résultats les bénéfices de cette intégration au profit des populations. Et cet atelier nous permet de faire cela. En juin dernier, l'ONG Plan International Burkina a lancé un projet de soutien à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des ménages d'enfants ont été parrainés dans les régions du centre, du nord et du centre-est du Burkina Faso. Un projet de plus de 200 millions de francs CFA.
Parlons encore d'action en faveur des personnes fragiles, mais cette fois-ci avec l'appui de l'État. Il s'agit du projet d'autonomisation des personnes vivant avec un handicap, projet porté par le ministère en charge de la solidarité nationale. Ce 4 septembre, la phase opérationnelle du projet a été lancée à Zorgo dans la province du Ganzougou. Au total, 2355 projets ont été retenus pour un financement de plus de 450 millions de francs CFA. Le compte rendu de Roméo Koeta. 4669 dossiers enregistrés dans les 45 provinces au départ. À l'arrivée, 2355 dossiers retenus. C'est le résultat de l'appel à projet dans le cadre du projet d'autonomisation des personnes vivant avec un handicap lancé le 21 juin dernier à l'occasion du Forum national initié en leur faveur. Les 150 bénéficiaires de la région du plateau central reçoivent chacun ce 4 septembre leur chèque d'une valeur de 200 000 francs CFA, soit au total 30 millions de francs CFA pour financer leurs projets économiques. Cette cérémonie de remise de chèques qui se tient dans la maison des jeunes de Zorgo marque également le lancement de la phase d'opérationnalisation de ce projet porté par le ministère en charge de la solidarité nationale. Et c'est une première pour notre département, c'est une première pour le Burkina Faso. Nous avons mis aussi en place des mécanismes de suivi de ces personnes pour qu'elles puissent fructifier. Donc mon département est heureux de savoir que nous allons injecter 500 millions frais dans l'économie pour permettre à ces personnes d'être plus autonomes. Selon le premier responsable du département en charge de la solidarité nationale, l'ambition du gouvernement est d'augmenter la proportion des personnes handicapées actives occupées de 2,2% en 2015 à 50% d'ici 2020. Mais déjà pour ce geste, les bénéficiaires sont satisfaits. Pour eux, il s'agit d'un nouveau départ dans leur vie. Satisfaites certes, mais ces personnes vivant avec un handicap attendent toujours plus du gouvernement. L'une de leurs préoccupations majeures, ce sont les conditions d'acquisition de la carte d'invalidité. La délivrance de la carte d'invalidité est encadrée. Et l'encadrement, c'est surtout pour le certificat médical qui doit évaluer l'invalidité de la personne. Il y a des degrés d'invalidité. Et en plus de cela, nous avons une enquête sociale qui permet aussi de donner le degré de vulnérabilité de cette personne. Donc ça met en relation beaucoup de secteurs qui ne sont pas seulement notre secteur. Donc la délivrance de cette carte reste un peu timide, mais nous savons que depuis que nous avons pris fonction, il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu cette carte et nous allons travailler à relever les défis, à rendre cette carte plus accessible aux personnes vivant avec handicap. Au cours de cette cérémonie, le gouvernement a aussi exprimé sa solidarité à l'endroit des victimes des sinistrés survenus dans la dite province le mois dernier. C'est environ 15 tonnes de maïs, 150 nattes et couvertures qui ont été offerts aux 627 sinistrés. En marge de cet événement, Laurence Marshall Ilboudo a aussi visité le centre ophtalmologique de Zorgo, inauguré en 2004, et qui prend en charge les personnes vulnérables ayant un handicap visuel. Sa construction a coûté près de 2 milliards de francs CFA. Le barrage de Samandeni dans la région des Hauts-Bassins fonctionne maintenant à plein régime avec une capacité de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau. On dit qu'il a déversé une aubaine pour les utilisateurs de son déversoir, le fleuve Moun. Arsène Konditamde pour le constat. Bonne nouvelle pour les populations de Samandeni et de toutes celles qui tirent profit du fleuve Moun. Ce 2 septembre, le niveau de l'eau du barrage de Samandeni a considérablement augmenté et opère déjà son déversement. Une étape attendue sur une échéance de 2 à 3 ans et qui survient au bout de la 2e année. Hier, nous avons observé le remplissage de la retenue. Donc après, vous allez aller à l'évacuateur, vous avez pu le voir en venant. Vous avez vu qu'il y a de l'eau qui déverse. Bon, certaines rumeurs disaient que le barrage a cédé, ce n'est pas le cas. C'est sûrement le trop-plein qui est en train d'être évacué. Voilà, donc cela signifie que nous avons déjà stocké
Il y a 1,50 milliard de mètres cubes d'eau et le surplus maintenant est en train d'être évacué dans le fleuve. Le surplus de cette crue de la retenue du barrage va être déversé dans le fleuve Mouhoun. Cette action devrait permettre de booster les activités agro-silvopastorales des populations bénéficiaires. Ça va déjà commencer par le volet halieutique. Vous avez déjà, la pêche sera bientôt ouverte dans le lac, parce qu'actuellement elle est fermée pour permettre la reproduction du poisson. Voilà, et pour permettre l'organisation des acteurs au niveau de la pêche. Ensuite, il y aura le volet agricole qui sera bientôt lancé au cours de cette fin d'année. Nous avons un potentiel de 21 000 hectares à aménager et une tranche prioritaire de 1500 hectares va débuter à cette fin d'année. Avec le déversement de l'eau du barrage, les riverains s'adonnent à des activités de pêche artisanale et de baignade. Des attitudes qui sont à proscrire afin d'éviter tout cas de noyade. Nous avons procédé à la sensibilisation des populations pour leur faire comprendre le danger de se promener dans ces ouvrages d'évacuation d'eau. Et au-delà de la sensibilisation, hier, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes passés à une sensibilisation plus pointue, donc avec l'appui des forces de sécurité. Donc je pense que les populations vont comprendre. C'est pour vraiment leur bien parce que nous nous soucions de leur santé et de leur sécurité. Donc au-delà de cet aspect, c'est peut-être inviter les populations qui sont tout au long de la retenue, tous les villages qui sont dans les alentours, de faire attention, d'éviter d'envoyer les enfants, de surveiller les enfants, surtout ceux qui se baignent dans l'eau, voilà, d'avoir une surveillance à ce point-là, éviter les cas de noyade. Construit sur le fleuve Mouhoun, le barrage de Samandeni est long de 2900 mètres et haut de 23,9 mètres. Il est attendu de cette infrastructure la contribution à la croissance du produit intérieur brut de près de 2%. Son coût est d'environ 200 milliards de francs CFA pour une durée de 20 ans. Comment mieux coordonner les stratégies de communication pour une meilleure visibilité des actions gouvernementales? Eh bien, le sujet était au centre d'un atelier de formation qui a réuni hier à Koudougou les directeurs de communication de la presse ministérielle des différents ministères. Madina Sienou. C'est une formation des directeurs de communication de la presse ministérielle pour corriger les insuffisances du plan de communication du gouvernement. Il s'agira pour la cinquantaine de DCPM réunis ici à Koudougou de renforcer leur capacité opérationnelle en vue d'aboutir à une action coordonnée pour une mise en œuvre réussie de la feuille de route et de la stratégie de communication globale du gouvernement. L'important pour nous, c'est de mettre les acteurs au cœur de cette discussion, c'est à savoir les DCPM. Il faut qu'ils puissent porter aux populations les réalisations, il faut qu'ils puissent montrer aux populations les engagements du chef de l'État, il faut qu'ils puissent mettre en valeur ce qui est effectivement fait, sans occulter également ce qui n'aurait pas pu être fait, mais en donnant les raisons aux populations du retard ou de la non-réalisation de telle activité. Je pense que le DCPM doit s'engager pleinement dans cette communication-là, et c'est pour ça donc cette rencontre-là est capitale. On va partager avec eux une feuille de route pour que pour les 3 ou 4 mois restants sur cette année et l'année 2019, les choses soient de telle sorte que chaque jour, quel que soit le média, l'action gouvernementale puisse être présentée et valorisée auprès des populations. Et pour une valorisation de l'action gouvernementale, les DCPM doivent être outillés certes, mais surtout être dotés de matériel nécessaire et adéquat, selon le ministre en charge de la communication. Cette rencontre permettra donc de se pencher sur la question. Et les DCPM sont souvent les parents pauvres dans nos ministères. Vous avez des DCPM qui n'ont pas de caméra, qui n'ont pas d'appareil photo, qui n'ont pas de personnel, et après on veut que la communication se fasse. Donc je pense qu'une chose est de mettre à la disposition de ces acteurs-là le minimum de moyens, et ça nous allons interpeller les acteurs, mais une chose également est que ces acteurs-là, à savoir les CPN, prennent en charge la feuille de route que nous leur donnons. Nous allons travailler à ce que les moyens suivent, directement à travers donc leur ministère, ou par le biais du Premier ministère de la présidence du FASO, mais il faut également que les CPN s'engagent pleinement dans la communication gouvernementale et le fassent sans réchigner, en allant justement porter le message. Ne pas attendre que ce soit les activistes sur les réseaux sociaux qui nous dévancent, mais qu'ils soient les porteurs de la bonne parole du gouvernement et qu'ils mettent en valeur ces éléments-là. Organisé par le SIG, le service d'information du gouvernement, cet atelier de formation et d'information se fera à travers des communications suivies d'échanges. Et les attentes à l'issue de cette rencontre sont entre autres le déroulement de la feuille de route et du nouveau guide de communication gouvernementale.
Un exemple de coopération sud-sud, deux administrations judiciaires africaines qui collaborent. Le ministère de la Justice du Burkina Faso et du Maroc ont signé 3 conventions qui vont concerner les juridictions civiles, commerciales et administratives, mais aussi en matière pénale, sans oublier le volet des extraditions. Natacha Ouedraogo. Ils ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire pour des systèmes judiciaires plus performants et plus transparents dans leurs pays respectifs. Les ministres burkinabais et marocains de la justice s'engagent à travers la signature de ces 3 conventions à partager leur expérience dans ce domaine. Des accords qui concernent la coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, en matière d'extradition et sur l'entraide en matière pénale. Ce sont des conventions qui vont nous permettre, parce que la convention en matière administrative, civile et commerciale va nous permettre de pouvoir, surtout le système judiciaire, ça va concerner le travail qui est effectué au niveau des tribunaux civils, au niveau des tribunaux de commerce et au niveau des tribunaux administratifs. Ça pourra permettre d'échanger des expériences, par exemple faire partage d'expériences, même en termes de législation, nous pouvons travailler ensemble, bénéficier de l'expérience des uns des autres. La convention en matière d'entraide pénale, comme vous le savez, c'est très important parce que lorsque des procédures sont engagées dans l'un ou l'autre pays, ces conventions permettent de pouvoir avoir des facilités, soit pour auditionner des gens sur place, soit pour faire auditionner des gens, soit pour en tout cas avoir un certain nombre d'informations. Et la convention en matière d'extradition, comme vous le savez, c'est très important parce que lorsque vous n'avez pas de convention en matière d'extradition entre vous et qu'il y a un besoin, par exemple, de demander la mise à disposition d'un citoyen d'un pays qui se retrouve de l'autre côté pour des besoins de justice, ça peut être difficile. Mais cette convention prévoit des procédures et facilite nos relations. Ces conventions renforcent donc la coopération entre les 2 pays et va faciliter leur opération judiciaire. Nos rapports commerciaux, nos rapports d'affaires, nos rapports d'investissement sont en train de se développer. Notre coopération touche à tous les domaines et dans toute dynamique de coopération, il faut un cadre légal qui nous permettrait et que permettrait à nos 2 systèmes judiciaires de faire face à tous les challenges et à tous les problèmes. Cette visite aussi est l'expression politique forte de mon pays d'accompagner le Burkina Faso dans ses efforts d'installer un état de droit, de renforcer la démocratie. Le ministre de la Justice marocain a par ailleurs annoncé l'arrivée de son pays aux côtés des partenaires techniques et financiers du ministère en charge de la justice burkinabé. Cette coopération judiciaire entre le Burkina Faso et le Maroc va se faire également en amont au niveau de la formation. Une convention a été signée dans ce cadre par l'ENAM et l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc. Le compte rendu d'Adiata Kotriabié et de Natacha Ouedraogo. Le Royaume du Maroc et le Burkina Faso ont une même vision, celle de renforcer l'indépendance de la justice, des structures de l'état de droit et de promouvoir les libertés et les droits de l'homme. Pour que ces réformes puissent être mises en œuvre, il faut un personnel qualifié. C'est une convention très importante dans la mesure où le Royaume du Maroc et le Burkina Faso sont animés par la même volonté de renforcer l'indépendance de la justice, de renforcer les structures de l'état de droit et de promouvoir les libertés et les droits de l'homme. Ces grandes réformes nécessitent des magistrats, des greffiers et un personnel qualifié pour pouvoir accompagner, concrétiser et réussir ces grandes réformes. Je me réjouis de cette signature. L'ENAM est une institution prestigieuse, connue pour son sérieux, son professionnalisme. L'Institut supérieur de la magistrature au Maroc a acquis une grande expertise internationale et je crois que cette convention ouvre la voie à ces 2 grandes institutions la possibilité de construire un grand partenariat dans la formation, la recherche et l'échange des bonnes pratiques
et des expériences. La signature de cette convention entre l'ENAM, l'École nationale de l'administration et de la magistrature, et l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc vise à renforcer la formation du personnel de l'administration de la justice. C'est aussi une opportunité de mettre en œuvre des projets conjoints afin de moderniser l'administration burkinabé. La convention cadre vise à renforcer la formation du personnel de l'administration de la justice, notamment les magistrats, donc en formation continue, en formation initiale et puis les greffiers. Donc il s'agira au-delà de la formation, des expériences que chacune des deux institutions peut apporter à l'autre, d'envisager aussi la création de la mise en œuvre de projets conjoints dans le cadre notamment de la conception de curricula, de production de connaissances et je dirais des idées en vue de moderniser nos administrations. En tout cas, c'est une coopération sud-sud qui vient montrer, je dirais, la voie qu'il y a à suivre, parce que pendant longtemps, nous avons privilégié, nos pays en tout cas en Afrique ont privilégié la coopération avec le Nord. Donc c'est aussi, je dirais, très intéressant que nous privilégions de plus en plus la coopération sud-sud et surtout de privilégier la coopération avec des pays qui ont une avance sur nous parce qu'ils ont pu avoir une longue tradition. 3 autoconventions avaient été signées lundi dernier entre les ministères de la justice marocain et burkinabé. Il s'agit des conventions de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale. Et avant de terminer ce journal, on se rend au Mali où la crise post-électorale semble prendre fin progressivement. Hier, le candidat réélu, le président réélu, Ibrahim Boubacar Keïta, a prêté serment, mais c'est une situation que le candidat perdant refuse d'accepter. Il refuse d'accepter sa défaite pour Soumaïla Cissé, puisque c'est de lui qu'il s'agit. La lutte continue. Nous, vous, le temps du changement, unis et solidaires, rassemblés et déterminés, nous ne lâcherons rien, nous ne céderons pas, nous finirons par gagner, nous finirons par triompher. Le régime qui ose vouloir nous diriger et nous représenter n'a plus aucune légitimité. Aucune légitimité à compter de ce jour, à compter d'aujourd'hui. Oui, à compter de ce jour, je le dis haut et fort. Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus notre président. Il n'est plus que le chef d'un clan. Il n'est plus que le chef d'un clan. Il s'accroche au pouvoir par la corruption, la fraude et la violence. Cette investiture que nous a imposée aujourd'hui n'est en réalité une imposture. J'en appelle donc à un large mouvement national de résistance pacifique et démocratique pour défendre le droit, défendre la démocratie, défendre le vote du peuple malien. Notre lutte collective pour défendre la vérité des urnes et le respect de la souveraineté de notre peuple ne fait que commencer. Ne vous fatiguez pas, elle ne fait que commencer cette lutte. J'en appelle à la solidarité de l'Afrique avec le peuple malien. J'en appelle également à la solidarité internationale. Nous avons respecté toutes les lois internationales. Voilà comment va se terminer cette affaire. Nous resterons au cœur de l'actualité malienne pour vous servir. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 19h30 à la même heure pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.